j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver avec une invitée spéciale sur ma chaîne, Maïva. Bonjour. Bienvenue à toi. Donc Maïva est cliente au centre de nutrition Berdo depuis 3 ans maintenant déjà. Ça va vite. Ce qui m'a poussée à inviter Maïva sur ma chaîne, c'est justement d'avoir un retour d'une expérience client. Maïva est très disciplinée et voilà, elle a su mettre en pratique plein de choses et avoir des très bons résultats. Et je voulais justement que vous ayez un peu son avant-après pour que ça puisse peut-être vous motiver, comprendre en quoi un suivi en micronutrition pourrait vous aider vous aussi. Ouais, je pense que ça peut vous motiver, peut-être vous mettre sur certaines pistes. Eh bien, je vais peut-être d'abord te laisser te présenter pour commencer. Oui, volontiers. Donc, je m'appelle Maïva, j'ai 30 ans cette année déjà. Ça fait 3 ans, comme on a dit, avant que je vienne au centre. Donc, je suis venue au centre du coup parce que j'ai un lipœdème et je me suis fait opérer en 2021. J'ai commencé en fait tout mon processus des opérations. J'ai été diagnostiquée en 2019 et à la fin en fait, de tout ce processus d'opération, plus ou moins 1 an et demi après, en 2022, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi finalement j'ai toutes ces problématiques, si j'ai pas un déséquilibre dans le corps. C'était un peu le ressenti que j'avais à l'époque. Et finalement, c'est fin 2023, je crois, oui, fin 2023 que je me suis décidée à pousser les portes du centre et à essayer de chercher en fait pourquoi j'avais des problématiques et générales comme liées au lipœdème et qu'est-ce qu'on pouvait faire surtout pour moi. Trop bien. Ma première question, c'était déjà avant de venir consulter, donc au-delà du fait que tu avais découvert un lipœdème, voilà, est-ce que tu avais d'autres problématiques en termes de santé, que je sais pas, en termes de sommeil, d'énergie, de système immunitaire, de transit, enfin dis-nous un petit peu toutes les problématiques. Le avant en fait, tout ce qui n'allait pas dans ton corps au quotidien. Très bien. Déjà, première chose, c'est que j'ai de la chance, j'ai jamais eu des choses très graves. Okay. Donc, je les ai un peu toujours minimisées, mais j'ai toujours eu plein de petites choses qui, mis ensemble et après avoir cherché, ça m'a permis de comprendre finalement plein de choses. Ouais. Ça va des symptômes complètement banals du style les yeux secs à des problèmes au niveau du transit. Ouais. À l'époque, j'avais un transit, je pense, j'allais même pas 3 fois par semaine, tous les 2-3 jours, même pas, tous les 3 jours, je pense, aux toilettes. Ah ouais, okay. Donc, compliqué à ce niveau-là. Ouais. Ça, pardon de t'interrompre, mais c'est vrai qu'on nous avertit pas que c'est pas normal. Non, j'en avais pas conscience personnellement. C'est ça, et puis enfin voilà, si vous dites ça à votre médecin, ils vont dire bon bah voilà, c'est votre rythme. Mais non, c'est pas notre rythme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque humain devrait aller tous les jours aux toilettes. Donc oui, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on s'habitue en fait à vivre avec et on se dit bon bah ça fait partie de nous et tout à fait. Voilà. Mais donc j'avais aussi des problèmes au niveau de mes menstruations. Quand j'étais pas sous pilule, des menstruations très douloureuses. Et même après sous pilule, j'avais quand même des souvenirs où c'était assez compliqué. Donc ça, on en parlera peut-être après. Le lipœdème, comme on l'a dit. Après mes opérations, pendant les opérations, j'ai dû prendre des antibiotiques. Donc après mes opérations, en fait, j'ai commencé à faire des crises au niveau du ventre après des repas où j'ai le ventre qui a commencé à gonfler énormément. Et à l'époque, je savais pas ce que c'est. Aujourd'hui, je sais que c'est en lien avec l'histamine. Et donc, je pense que je devais déjà avoir un problème au niveau du microbiote parce que j'ai aussi développé des cystites à répétition pendant 2 ans. Donc, j'avais cette problématique-là. Quand j'étais toute petite, j'ai un peu eu des sortes d'eczéma sur la peau, mais qui est très vite passé. Mais je sentais que j'avais une peau quand même plutôt sèche et réactive assez facilement, même au stress, j'avais facilement des rougeurs sur la peau. Et tout, exactement. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore comme symptômes? J'ai eu une période où j'ai été migraineuse aussi. Ça aussi pareil, après c'est passé. En fait, c'était vraiment des symptômes qui commençaient à certaines périodes de ma vie et après on switchait sur un autre symptôme. Mais voilà, au niveau du sommeil aussi, j'avais des insomnies parfois la nuit. C'est que tu te réveillais pendant ton sommeil ou tu n'arrivais pas à t'endormir? J'avais les deux. Des fois c'était pendant le sommeil je me réveillais et il y a d'autres périodes où j'avais de la peine à m'endormir. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus réglé aujourd'hui. J'étais aussi très sujette au stress, à l'angoisse aussi, l'anxiété, tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre? Ça fait pas mal de choses. Non mais j'en ai vraiment énormément. Je me souviens quand j'avais fait toute la liste à ta maman.
ça fait pas mal, ouais. Ça fait pas mal. Et immunité, ça allait? Tu tombais pas trop régulièrement malade? Quand j'étais petite, j'avais plutôt une bonne immunité. Et après, comme je suis enseignante, j'ai commencé à être en contact avec des enfants. Ouais. Et là, par contre, les premières années de travail, j'étais tout le temps malade. Et j'allais au travail quand même quand je pouvais. Ouais. Mais c'était en plein milieu du Covid aussi. Et ça, pareil, j'ai eu 2 Covid assez longs, assez forts. Ouais. Donc, sur ce point-là. Après, j'ai développé aussi un peu d'asthme. Avec le sport. En fait, en faisant du crossfit, petit à petit, je pense que j'ai dû accumuler de l'inflammation dans les poumons. J'imagine, c'est comme ça un peu que je l'ai ressenti. Et ça aussi, on a dû travailler dessus pour améliorer aussi. Et en tout cas, tous ces symptômes-là, mais je sais qu'il y en a sûrement plein d'autres que j'ai oublié de citer, mais c'est les premiers qui me viennent en tête en tout cas aujourd'hui. Ok, très bien. Et du coup, pour aller dans l'ordre, Maïva, je précise, elle est suivie par ma maman parce que je partage le centre de nutrition avec ma mère, donc c'est pas directement ma cliente, mais on s'est connus via ma maman. Et donc, vous avez commencé par quoi en fait quand tu es venue voir ma maman? Ça a été quoi la première étape? Par quoi vous avez commencé? Qu'est-ce que tu as découvert en premier? Et puis qu'est-ce que tu as mis en place en premier? Les premières choses qu'on a fait, forcément, c'est tous les tests. Ouais. Et moi, je dis tout de suite, on fait la totale parce que je sais qu'on peut faire des tests un peu, encore plus précis. Et moi, je me suis dit, si je commence ce chemin-là et ce parcours-là, il faut que je puisse déjà tout connaître. Ouais. Donc, on a commencé par faire les tests. Ta maman soupçonnait déjà histamine à ce moment-là. On a commencé déjà par travailler sur mon microbiote. Donc, on a commencé par les probiotiques et on a tout de suite traité. Pardon, si je peux me permettre, tu te souviens ce qui est ressorti globalement de ton premier test du microbiote? Oui. Parce que quand elle parle des tests, je précise juste, c'est des tests en micronutrition. Donc on collabore, en fait le centre collabore avec des laboratoires spécialisés en biologie fonctionnelle qui se font à l'aide d'échantillons d'aisselle, de salive, d'urine et de sang. Et en fait c'est comme ça qu'on commence, c'est avant de donner un conseil individualisé, on fait une exploration du terrain, donc Maïva elle a fait la totale. Oui. Comme ça on sait justement sur quel terrain on est et puis où sont précisément ces déséquilibres et sur quoi il faut qu'on travaille pour aller droit au but et pas juste faire des hypothèses et risquer d'être à côté en fait ou voire des fois d'empirer parce que parfois il y a des probiotiques s'ils sont pas ciblés par rapport à notre problématique intestinale qui peuvent des fois empirer même la dysbiose. Donc toi tu te souviens ce qui était ressorti de problématiques principalement dans ton intestin? Je crois que j'avais une faible diversité, voilà, bactérienne. Ouais. Donc ça, c'était déjà le premier truc qui m'avait marqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, je pense comme j'ai eu les cystites à répétition, j'ai eu antibiotiques à répétition aussi. Ça. Les antibiotiques, ça flingue votre diversité, ça c'est sûr. Donc effectivement, on voit dans le bilan, je verrai peut-être si je peux vous mettre à l'écran une insertion de ces bilans. Là, on les a par papier, mais là, son bilan des selles montrait effectivement une diversité intestinale très faible, donc vraiment pas assez de souches de bactéries différentes dans son intestin. Un jardin un petit peu pauvre. Oui, assez pauvre. Voilà. Et puis sur la première page, ce qu'on voit tout de suite qui saute un peu aux yeux, c'est la perméabilité intestinale. Voilà. Laquelle protectine en dehors de la norme, au-dessus de la norme. Et du coup, ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos sur l'intestin. Je vous mettrai, si jamais, dans la barre de description, la vidéo à laquelle je pense spécifiquement en lien avec ça. Mais perméabilité intestinale dit inflammation de la muqueuse, dit passage des bactéries dans la circulation sanguine qui alimente l'état d'inflammation. L'inflammation, effectivement. Et puis, tu avais ton immunité qui était très basse. Alors ça, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si on peut déjà le dire, mais j'ai vraiment doubler mes résultats au niveau. Ce qu'elle a fait du coup avant-après pour voir sa progression. Et puis justement, ça correspond à l'époque où tu tombais tout le temps malade en contact avec tes élèves. C'est ça. Et puis 70% ou 70% pour les Français du système immunitaire est présent dans l'intestin. Donc c'est vraiment énorme. Et puis on voit que son immunité, elle était toute basse. Et là, c'est tout l'inverse. Et puis là, waouh! Comme j'ai remonté. Ouais. Donc juste pour vous donner une idée, normalement l'immunité, ça doit être entre 500 et 2000. Et puis Maïva, elle était à 240 la première fois. Et puis là, elle est à 1800. Donc incroyable quoi, comme elle a remonté son immunité. J'étais trop fière. Ouais.
trop bien. Donc ça, c'était vraiment... Et la perméabilité intestinale, du coup, c'est vraiment les premières choses qu'on a fait. Donc avec des probiotiques, et puis j'imagine la glutamine pour la perméabilité intestinale. Ça, j'avais perméaline. En fait, la perméaline, c'est la marque, mais dedans, ça contient de la glutamine. Alors oui, j'avais un doute sur ça, mais du coup, c'est ça. Et je sais qu'à ce moment-là, elle m'avait donné aussi des capsules avec des huiles essentielles dedans, c'est possible. Oui. Et ça, je savais plus sur quoi on avait travaillé, mais j'imagine que c'était en lien avec ça pour peut-être éliminer des mauvaises bactéries. Exact. C'est ça. Ouais. Tout ce qui est justement, bon, ça peut être des huiles essentielles. Alors après, c'est toujours faiblement dosé et tout, mais ça peut être très agressif, les huiles essentielles, si elles sont mal dosées, mal prises, mal encapsulées, etc. Mais oui, effectivement, je pense qu'elle t'a donné une cure d'azéol. Ouais, c'était ça. Voilà, et ça vient nettoyer l'excès de bactéries pathogènes, parce que bon, on en a tous, hein, mais je vois qu'elle avait un peu trop de fermentation. Et puis, comme chez tout le monde, il y a des bactéries pathogènes en excès. Et ça permet, il y avait beaucoup de LPS aussi, des bactéries qui font de l'histamine. Ah bah voilà. Des bactéries qui font de la fermentation, qui dit fermentation dit histamine indirectement, parce que tout ce qui fermente crée de l'histamine. Donc voilà, donc globalement, des antibactériens ciblés et puis des probiotiques. Si tu te souviens des probiotiques, référence peut-être, c'est par ça. Je pense que c'était Bioflorin, c'est possible? Ah, Bioflorin aussi, ouais. Bioflorin, et j'avais aussi... Alors, des lactibiennes, ça c'est sûr, mais je sais plus. Alors, choc, c'est possible au début. Et je crois qu'après, on a rajouté tolérance, mais je sais plus si je l'avais au début ou pas. Ok. Selon les périodes, en fait. Alors, Bioflorin, ça c'est un probiotique qui contient de l'entérococcus, qui est une bactérie essentielle qu'elle n'avait pas du tout dans son intestin. Je le lis là. Et ça vient justement remonter l'immunité. Ce qui a, je pense, bien fonctionné chez toi. Sûrement. Et puis l'Activian Shock, ça c'est un probiotique avec beaucoup de souches de bactéries différentes et puis très fortement dosé pour justement augmenter la diversité. Donc voilà, et ta diversité, elle avait... Oui, ça s'est bien amélioré, je crois. Elle a monté. Ouais, clairement. Après, je vois rarement, en général, ça met plusieurs années de passer du rouge au vert. Ok. Donc là, elle est passée du rouge au jaune. Mais je suis presque vers le vert. Et, elle est presque vers le vert, ouais. Mais en général, ça prend... C'est ça, en fait, quand vous entamez un processus comme ça, il faut du temps. Je pense que tu la patience, la persévérance, et de la discipline, la consistance, quoi. Parce que c'est clair que vous n'allez pas refaire votre flore intestinale et votre diversité en 3 mois, quoi. Ça prend vraiment du temps. Mais du coup, si je continue comme ça, un jour, je pourrais être dans le vert. Voilà, c'est ça. Ah, trop bien. Ok, trop bien. Bon, je pense que pour le microbiote, on a vu pas mal de choses. Et du coup, j'imagine que t'es mieux allée à Celle. Oui. Après, on est arrivé à plus ou moins 1 fois par jour, en tout cas. Des fois même 2. Waouh. Ce qui m'était jamais arrivé. Ouais, donc, incroyable. Après, il y a forcément des périodes où je suis sous stress, où je suis pas à la maison, où je reviens facilement comme avant, mais sinon, de manière générale, c'est toujours 1 fois par jour. Quand même. Trop bien. Ouais, c'est incroyable. Ça change la vie. On se rend pas compte à quel point c'est important. C'est ça. Et j'en avais pas conscience parce que c'est quelque chose qu'on parle pas avec les gens. De dire, ah, moi, je vais 1 fois par jour, 2 fois par jour, 1 fois tous les 3 jours. C'est ça, exact. Et puis, en fait, si vous gardez vos toxines à l'intérieur de vous, donc forcément, ça alimente l'état inflammatoire, la rétention, les déséquilibres hormonaux, et puis surtout, en fait, tout ce que vous gardez dans votre intestin, c'est votre foie qui ramasse. Donc, si vous voulez pas surcharger votre foie, qui est indispensable à l'équilibre hormonal et tout un tas d'autres choses, vous avez un meilleur temps d'éliminer tous les jours aux toilettes, quoi. Peut-être on peut regarder un autre bilan. Oui. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme problématique ? Ce que j'ai eu comme autre problématique en lien avec le lipodème, on a regardé beaucoup tout ce qui est hormonal, mais aussi la résistance à l'insuline. Et ça, franchement, je suis tombée des nues quand j'ai découvert que j'avais une résistance. Alors, tu me diras, toi, je crois que c'est pas la pire possible, mais c'était quand même pas top. La première fois, donc 2023, t'étais à 10. Voilà. Ouais. Donc la norme, en tout cas dans notre laboratoire, mais je sais que ça se ressemble dans les labos de manière générale, pour l'insuline, alors vous me direz c'est une norme qui ne veut rien dire, parce que le minimum d'insuline le matin à jeun, c'est 2,6 et le maximum c'est 24,9. Donc ça n'a rien à voir, vous imaginez bien quelqu'un qui envoie 3 d'insuline le matin à jeun ou quelqu'un qui envoie 24. Et je sais pas pourquoi ils ont une norme comme ça, parce que pour moi, de notre expérience professionnelle de terrain, pour moi déjà quelqu'un qui envoie plus que 5 d'insuline le matin à jeun, il a déjà une résistance à l'insuline, il a déjà des symptômes de résistance à l'insuline, il a déjà de la facilité à stocker
C'est des gens, en général, quand ils sont au-delà de 5 d'insuline le matin à jeun, donc vous vous rendez compte dans la norme à quel point c'est bas. C'est déjà des gens qui se plaignent de leur prise de poids, difficulté à perdre du poids. Et en fait, au-delà du fait que l'insuline, c'est l'hormone de stockage, c'est aussi une hormone qui inflamme. En fait, l'insuline, elle est essentielle, mais il faudrait juste envoyer le strict minimum syndical et jamais plus. Et honnêtement, aujourd'hui, 90% de la population envoie trop d'insuline par rapport à ce qu'on devrait, parce que pour plein de raisons. Alors génétiquement, on n'est pas tous égaux. J'avoue, j'ai des clients qui... J'ai l'impression que génétiquement, leur corps ne saura jamais fabriquer trop d'insuline. Et ça, c'est un peu injuste, entre guillemets. Après, des fois, ça les pousse à pas forcément faire attention. Parce que c'est des gens qui restent tout secs, en fait, toute leur vie, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, etc. Donc, du coup, ils font pas attention à ce qu'ils mangent et après, ils ont d'autres problèmes. Ça veut pas dire que ça se voit pas, qu'à l'intérieur, c'est tout bien. C'est rare, mais j'ai quelques profils génétiquement, puis souvent, ça se voit dans les familles, etc. C'est des gens qui n'ont jamais pris 1 gramme de leur vie, quoi. Peu importe ce qu'ils font. Exact. Donc, mais c'est rare. Et puis aujourd'hui, avec des mauvaises prédispositions génétiques, des déséquilibres hormonaux, du stress, une surconsommation de sucre, d'aliments transformés, de glucides, etc. C'est vrai que ça va vite. Et puis, donc Maïva était à 10,3 d'insuline le matin à jeun, ce qui est déjà de la résistance. Pour autant, je pense que si un médecin avait interprété son bilan, il aurait dit que tu étais complètement dans la norme. Ce que ma médecin a fait d'ailleurs. Voilà. Et j'ai dit, ok. Ouais. C'est fou à quel point ça peut se contredire. Et j'avais beau essayer de lui expliquer, mais non, elle ne voulait pas entendre. Ah ouais, mais clairement. Et pour moi, vraiment, si vous êtes en dessus de 5 d'insuline, c'est déjà trop. Par contre, ton taux de sucre, il était pas mal. Et ça, justement, ça peut être un problème un petit peu caché, dans le sens où des fois, on s'attarde beaucoup sur la glycémie, tout le temps la glycémie. Alors, elle peut revenir très vite, la glycémie, bien, notamment le matin à jeun. Maïva, elle était à 4,8. Pour moi, une bonne glycémie le matin à jeun, c'est entre 4,4 et 4,8. Puis là, t'es même encore un peu mieux maintenant. 2 ans plus tard, elle est à 4,6. Donc, la glycémie, c'est top. Après, on ne sait pas réellement comment ta glycémie, elle monte quand tu manges du riz, des pâtes et tout ça. Je n'ai jamais testé, c'est sûr. Donc, parce que peut-être qu'elle est très réactive et puis qu'après, elle arrive quand même à assez vite redescendre. Donc ça, c'est déjà un point positif parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à redescendre. J'ai des gens, des fois, qui sont à 6,1 de glycémie le matin, genre. Mais par contre, on voit que pour Maïva, ça lui coûte d'avoir une glycémie bien le matin à jeun parce que son pancréas, il doit envoyer déjà 2 fois trop d'insuline par rapport à ce qu'elle devrait. Donc ça, c'est clair que ça aide pas. Mais donc elle est un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est encore pas... donc elle est passée de 10,3 à 9,7 d'insuline le matin à jeun. Pour ça, du coup, tu as fait beaucoup de changements, tu dirais. Puis qu'est-ce que tu as observé, on va dire, je sais pas, peut-être sur ta fatigue post-repas ou tes envies de sucre ou quoi, tes sensations de faim, de satiété, est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as observé? Ouais, alors j'ai déjà clairement une différence, moi, c'est sur la fatigue, parce que j'avais vraiment tendance à être tout le temps fatiguée. Mais ça, je pense que c'était autant l'inflammation, l'histamine, tout ça, que en lien avec la résistance à l'insuline. Mais j'ai dû mettre pas mal de choses en place parce que du coup maintenant on a mis en place avec ta maman le protocole du fait que je dois éviter de manger du sucre le matin, ce que je faisais déjà pas. En fait, j'avais tendance à pas manger le matin en fait. Donc ça a été plutôt manger quelque chose le matin avec de la protéine, essayer de mettre en place un rituel, des bons lipides, des choses comme ça. Donc ça c'est pas été facile pour moi qui avait tendance à pas aimer manger le matin avec le stress. Ça c'est typique de la résistance à l'insuline aussi. Les gens qui loupent facilement des repas ou des fois qui n'ont pas faim puis tout d'un coup ils ont hyper faim. Voilà. En fait c'est c'est vraiment, en fait c'est pas clair, c'est pas régulier. Ça c'est vraiment typique de la résistance à l'insuline. Dès que j'ai un pote tout d'un coup qui, je sais pas, il loupe un repas le soir, je suis là. Il doit avoir la résistance à l'insuline. C'est ça. Mais j'avais jamais pensé parce que c'est pas le premier symptôme qu'on se dit d'une personne qui est résistante à l'insuline. Moi, quand j'ai revu les résultats, j'étais super étonnée parce que j'ai pas une tendance à aimer manger le sucre. Moi, je suis vraiment un type salé. Et de temps en temps, je mange un peu de sucre, typiquement chocolat, mais c'était déjà en fin de repas. Le matin, jamais je déjeunais un truc sucré. Ça n'a jamais été mon truc. Et là, du coup, il a fallu donc mettre en place un bon petit déjeuner le matin.
Et ensuite, on avait dit avec ta maman que c'était bien si j'évitais d'avoir trop de repas avec des féculents. De ne pas faire monter le taux de sucre à tous les repas. Voilà, plutôt idéalement c'était une fois par jour. Après, je choisissais entre midi et le soir. Et midi, avec le travail, je savais que c'était un moment où c'était plus facile d'éviter les féculents ou les glucides à ce moment-là. Et du coup, j'allais plutôt les consommer le soir. C'était le moment un peu confort. De partage, comme ça tu manges comme tout le monde. C'est ça, et puis je pouvais préparer le repas, prendre vraiment ce temps en fait avec mon conjoint. Et donc c'était un peu ce que j'ai mis en place. Après, ça m'arrive des fois aussi d'en avoir à midi, mais c'était un peu ma stratégie pour mettre ça en place. En tout cas. Ok, trop bien. C'est vrai que c'est un peu ce que je vous conseille dans ma vidéo que j'ai sortie récemment sur la résistance à l'insuline, qu'on peut quand même améliorer sa résistance à l'insuline sans forcément supprimer les glucides de notre vie. Ça, c'est un peu radical, surtout pour les femmes. Et il faut savoir quand même que... Donc toi, tu as un cycle naturel, on est d'accord? Tu prends pas d'hormones, de pilules du tout. Donc c'est vrai que surtout dans ta phase lutéale, donc une semaine avant tes règles, là, si ton corps demande je lui donne. Il faut l'écouter parce que la progestérone a besoin d'un minimum de glucides pour en fait monter. Et après, si vous partez en déséquilibre hormonal, ça n'aide pas. Donc c'est assez complexe, mais c'est cool que tu aies trouvé enfin un équilibre réaliste. Et puis on voit que ça s'améliore, mais je pense que en fait ça prend du temps. Et puis tu as certainement justement une génétique qui te prédispose à ça. Et puis qu'il va falloir peut-être bosser encore sur certaines choses. Maëva a récemment fait encore d'autres tests génétiques, notamment liés au foie. On a vu que c'était pas terrible, donc je pense que de travailler peut-être encore sur son foie, parce qu'on sait que l'insuline passe par le foie, et quand le foie est surchargé, l'insuline augmente. Donc voilà, c'est très complexe, hein, et même nous, on en apprend encore tous les jours et chaque année de plus en plus. Et comme ça, on peut, quand on n'est pas du genre à abandonner en tout cas, et quand on ne comprend pas et puis qu'on n'a pas les résultats escomptés, on continue à faire des recherches et puis à trouver encore d'autres solutions, mais c'est déjà bien. En tout cas, ça évolue dans le bon sens. C'est clair. Mais toi, du coup, tu dirais, idéalement, là je suis à 9,7, je devrais aller encore à combien pour être bien? 4-5, 4-5, ouais. 4 ou 5, Donc il y a encore pas mal qui doit descendre, c'est fou parce que je suis passée de 10 à 9,7. Après tous les efforts, c'est vraiment, je pense, au niveau génétique, comme tu dis, il y a une cause plus profonde là que effectivement juste l'alimentation. Et j'avais mis en place aussi avec ta maman la berbérine. Et ça, je pense que ça doit pas mal m'aider aussi. Oui, c'est possible, certainement. Après, il y a peut-être l'inositol, t'as déjà pris? Non, ça, j'ai jamais pris. Ok. Ça pourrait être intéressant aussi. L'inositol, c'est, je pense, maintenant le complément le plus étudié pour agir sur l'insuline. La berbérine agit sur la glycémie plus que l'insuline. Mais toi, on voit que ta glycémie, elle s'est en plus même mieux améliorée que l'insuline. C'est comme s'il reste encore l'insuline qui doit envoyer trop pour gérer ta glycémie. Et peut-être que te complémenter en inositol, ça pourrait être intéressant. Ok, trop bien, bonne piste à garder. Ouais. Mais voilà, après, c'est un cas qui est pas du tout... dans le sens, elle était à 10,3 le matin à jeun. J'ai des clients, dans les pires cas, qui sont à 35. Ah, waouh. Donc, voilà. Donc, tu pars de pas trop loin. Et heureusement, du coup, que j'étais pas team sucre, parce que là, je pense que j'ai des résultats, clairement. Et puis, si ça faisait des années que tous les matins, tu mangeais des céréales et que, je sais pas, t'étais pas sportive, etc., je pense que t'aurais pu être bien plus haute, C'est fou. Ouais. Ok, trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, ça c'est le petit plaisir. Voilà, alors là on a un gros dossier. Maëva fait partie de ces personnes qui ont la pire méthylation, malheureusement. La méthylation, je vous en ai fait une vidéo aussi à part entière, je vous la mettrai de nouveau dans la barre de description. En gros, la méthylation, c'est le processus de renouvellement cellulaire sur tous les organes de notre corps. C'est-à-dire que là, pendant qu'on se parle, nos corps sont censés bosser pour fabriquer des nouvelles cellules, ramener de l'oxygène et de l'énergie dans des nouvelles cellules. Et en parallèle, le foie, il est hyper imbriqué dans ce processus-là parce qu'il doit éliminer les toxines et les déchets. Si vous voulez, il y a 50% de la population qui a ce processus-là de méthylation qui ne fonctionne pas à 100%. Donc on peut avoir
au meilleur des cas 100%, on peut avoir 83% qui fonctionnent, on peut avoir 66%, 61%, 48% ou 25%. En fait, c'est 2 gènes qui sont responsables de cette méthylation et selon le croisement des 2 gènes, on a le pourcentage de méthylation qui fonctionne chez nous. Et malheureusement, Maïva a la méthylation CC sur le gène 1298 et TT sur le gène 677, ce qui fait qu'elle a que 25%, donc un quart de sa méthylation qui est fonctionnelle. Ce qui fait que tout fonctionne un petit peu au ralenti et que ça la prédispose à l'inflammation, au stress oxydatif, un foie lent, une élimination lente, donc forcément plus de déséquilibres hormonaux, forcément plus de résistance à l'insuline. Histamine quoi aussi, d'autre? non? Histamine, ouais, clairement. Les gens avec 25% ont toujours une intolérance à l'histamine. Dysbiose aussi intestinale. Constipation, pas étonnant parce que si le foie est lent, ça impacte le transit. Et puis manque de glutathion. Donc c'est pas étonnant aussi que tu fasses de l'asthme avec le sport parce que quand tu manques de glutathion, on n'a pas assez d'énergie et d'oxygène surtout. Et donc si on n'est pas assez oxygéné quand tu fais du cardio, tu le sens. Je pense clairement c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc pour ça, j'imagine qu'elle t'a mis du glutathion, de la bétaïne. Oui. Quelque chose pour le foie, le liver, tu prends déjà? Ça, on a commencé cette année. Ah, vous avez commencé cette année. Donc je suis au début, mais je pense que ça doit bien m'aider. Ok. Et puis, quoi d'autre? Vitamine du groupe B? Oui, mais c'est pas déjà dans la bétaïne et tout ça ou pas? Alors, c'est présent dans le liver. En tout cas, quand on a une mauvaise méthylation, et ça, je vous le disais justement dans ma vidéo, glutathion, bétaïne, complexe de vitamines du groupe B et puis soutien hépatique, c'est vraiment la base pour soutenir la méthylation. Et j'imagine que tu te sens mieux depuis. Clairement. Je sais pas si c'est en lien, mais il me semble en lien aussi avec la fatigue. Oui. Ça, clairement, comme j'ai dit, autant avec la résistance à l'insuline. En même temps, tes cellules n'avaient pas assez d'énergie aussi. C'est ça. Donc, ça te rebooste. Clairement, je vois la différence à ce niveau-là et je pense que ça change tout parce que je rentrais du travail des fois et j'avais besoin d'aller dormir alors que c'était encore que 6 heures. Ouais. Et là, tu peux aller au sport après? Au sport, etc. Ouais. Après, il y a forcément des périodes où je suis plus fatiguée, comme tout le monde. Voilà. Donc voilà, mais de manière générale, ça a tout changé. Pour moi, c'est le truc le plus important et que je pensais pas du tout en venant ici que j'allais avoir un impact parce que je savais pas que c'était un symptôme finalement. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça change toute la vie parce que même le week-end, j'ai plus d'énergie, je peux faire plus de trucs, plus facilement sortir de la maison. Enfin... Ouais, non, mais ça, c'est la base, c'est d'avoir de l'énergie parce qu'en en fait, on fait tellement moins de choses. Et ça, c'est trop bien. Je suis contente pour toi. Alors pour terminer, un truc intéressant du avant-après de Maïva, c'est tout ce qui est au niveau des carences nutritionnelles. Donc ça, elle a effectué via les analyses de sang. On a fait en fait la première fois en 2023 ces oméga 3, donc à quel point en fait elle était carencée en EPA, DHA. Les oméga 3 c'est juste essentiel pour déjà prévenir l'état inflammatoire, l'équilibre hormonal, une bonne fonction des neurotransmetteurs, une bonne fonction cognitive, cardiaque, enfin bref c'est hyper important. Je pense que c'est vraiment un complément à 360 degrés. Et elle était très basse, donc pas étonnant, j'ai envie de dire, tous nos clients qui ne se complémentent pas déjà en oméga 3 sont trop bas, à moins de manger peut-être 3 fois par jour des poissons gras, 7 jours sur 7, ce que personne ne fait, et encore moins avec l'histamine. Il faut une supplémentation. Et on voit que après la supplémentation, ces oméga 3 sont déjà vraiment plus remontés. Ils pourraient être même encore un peu plus hauts. Donc j'imagine que tu as doublé la dose. Je me souviens plus, mais c'est possible en tout cas. Donc voilà, mais en tout cas on voit qu'elle s'est supplémentée, ça c'est sûr. Et après ce qui est impressionnant, c'est ses minéraux. Alors elle avait un fer très bas, elle avait un zinc très bas, elle avait une B12 très basse et un sélénium très bas. Donc plus on cumule les carences, plus le corps en fait il galère à tourner parce qu'il n'a pas ce qu'il lui faut, en plus de tout le reste. Et là c'est hallucinant, mais tout est rentré dans l'ordre quoi, à part le sélénium. Oui, et ça je suis censée me complémenter en plus. Tu as mangé des noix du Brésil ou pas? J'en ai mangé au début et après j'arrivais plus à les manger.
Donc j'ai fait une petite pause de noix du Brésil et je pense que ça rechute vite. Et du coup je dois me complémenter en sélénium pour essayer de faire monter ça encore un peu plus. Ça pour la fonction de la thyroïde et du coup le métabolisme et tout, c'est hyper important. En tout cas, les noix du Brésil, je vois quand les gens ils prennent tous les jours, ils font 0 pause, dans les bilans ça remonte nickel. Il faut en manger combien déjà par jour? Parce qu'il y a aussi, on ne doit pas en manger trop, il me semble. Il y a un entre-deux. Moi je dis 3 à 5 par jour. Ça dépend de la taille. Si c'est des petites, tu peux en manger 4-5. Si c'est des grosses, tu peux en manger 2-3. Voilà. Mais quand on est consistant et qu'on en mange vraiment tous les jours non-stop, après je conseille les bio aussi pour forcément. Pas trop de contamination et tout en pesticides et tout ça. Mais ouais, c'est le seul truc qui lui reste. Et puis son état inflammatoire aussi, c'est hallucinant. L'homocystéine, c'est un marqueur d'état inflammatoire qui est très fiable en micronutrition. Les médecins souvent dans le sang font la CRP, mais qui est beaucoup moins sensible. Et franchement, si vous avez la CRP élevée chez votre médecin, c'est que l'état inflammatoire il est explosif parce qu'il ne se détecte pas facilement. Alors que l'homocystéine, quasiment tous mes clients adultes ont trop d'état inflammatoire. Et Maïva, elle avait un sacré état inflammatoire la première fois en venant, elle était à 200 et là elle est descendue à 138. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. Il reste encore un petit peu, mais je dois dire que je vois très rarement. 138, c'est l'état inflammatoire le plus bas que je vois parmi tous les états inflammatoires. Honnêtement, souvent c'est les enfants qui n'ont pas d'état inflammatoire puisqu'ils sont tout frais, encore tout neufs. Mais les adultes, c'est compliqué vraiment d'avoir 0 état inflammatoire de nos jours. C'est un peu triste, mais c'est le constat réel, quoi. Donc voilà, en tout cas, franchement, bravo, parce qu'on voit que tu as mis plein de choses en place, que tu as été hyper consistante et tout. Et finalement, la dernière chose qu'on voulait analyser, c'était ces hormones. Donc son équilibre entre œstrogène et progestérone. Et là, pour ça, je vais prendre mon ordi parce que on les a pas via papier. Non. Ok, donc j'ai juste une question par rapport à tes règles. Est-ce qu'elles sont moins douloureuses aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 4 ans? Et puis, est-ce que tu as pris un complément en particulier pour agir sur l'équilibre hormonal? Est-ce que tu prends du Gatilier ou autre? Alors oui, justement, je prends du Gatilier. Mais ça, c'est aussi quelque chose, j'ai pas vu des effets tout de suite, il a fallu du temps. Et là, je crois que ça fait 3 fois que j'ai mes règles et que j'ai pas trop de douleurs. Et qu'en tout cas, j'ai des douleurs beaucoup plus... des plus petites douleurs en tout cas. Donc il m'a fallu presque 3 ans pour voir un peu ce changement. Après, on avait augmenté un peu les doses de Gatilier. Donc je pense que ça avait aidé. Et je pense qu'il fallait du temps aussi pour que le corps il s'habitue, clairement. Alors le Gatilier, c'est naturel, c'est une plante. Et effectivement, ça prend du temps, ça prend vraiment des mois et des mois. Après, ça dépend. Chez certaines personnes, ça va plus vite. Mais c'était pas la première à me dire effectivement que ça a pris du temps. C'est pour ça aussi, ne lâchez rien. Au bout de 2 ou 3 mois en vous disant ça marche pas et tout ça parce que vous regretterez pas 1 année ou 2 après quand vous aurez pas lâché, vous aurez persévéré parce que les résultats souvent ils mettent du temps à arriver. Et en fait, donc tu le prenais en phase lutéale, j'imagine, ton Gatilier, donc pour soutenir en fait sa montée de progestérone entre l'ovulation et l'arrivée des règles. Et vu que Maïva elle a un lipodème, ben forcément en général ça va de pair avec une progestérone qui n'est pas assez robuste et surtout pour limiter l'inflammation et puis l'écart avec ses niveaux d'œstrogène. Et là franchement je suis épatée parce que t'as une des meilleures progestérones dernièrement que j'ai vues. Elle est à 86 nm par litre de progestérone, j'imagine autour de J21 de ton cycle. Oui, on avait fait dans les jours en tout cas que ta maman avait conseillé. Je sais pas si c'était J21, J22 ou J23. Normalement ça se teste la montée de progestérone autour de J21 pour un cycle de 28 jours plus ou moins. Et elle était à 86, quelques mois avant elle était à 66, donc j'imagine que t'as dû doubler l'année entre les deux. Doublé et il n'y a pas eu beaucoup de mois entre les deux. Non, 4 mois. Et là c'était mars. Mais je pense que c'est là qu'on a... Et vraiment le Gatilier il est efficace si jamais les filles, pour augmenter vos niveaux de progestérone, à prendre donc depuis votre ovulation jusqu'à l'arrivée de vos règles, parce qu'on voit que t'es passé de 66 à 86 en 4 mois, on n'avait pas les données avant. Comme par hasard, c'est que dernièrement, depuis 3-4 mois justement,
ça corrèle, c'est ça. Que tu as moins de douleur. Donc vraiment la progestérone basse, c'est quelque chose d'hyper fréquent. Et pour moi, si la progestérone elle est nickel, on ne devrait pas avoir forcément de douleur de règles. Après, tes oestrogènes, je trouve qu'ils sont pas mal. Après, on garde à l'esprit que ça reste au niveau sanguin. Le plus fiable, ce serait des tests assez poussés au niveau urinaire pour voir toute la métabolisation des oestrogènes. Voilà, ça c'est toujours des tests un peu coûteux, etc. Mais c'est toujours possible de faire si jamais un jour tu veux aller encore plus en profondeur. Mais je trouve qu'elle était à 443 pmol par litre d'œstradiol à J21 du cycle, ce qui montre quand même que visiblement tu les détoxifies et tu les accumules pas trop dans le sang. Parce que parfois j'ai des clientes qui sont à 1700. Oh waouh. Alors que 1700, normalement c'est un niveau d'ovulation qui doit être très temporaire. Et encore à l'ovulation, il y en a qui montent même pas des fois à 1000. Donc après voilà, ça c'est très propre à chacune, mais je trouve que les oestrogènes étaient bien équilibrés pour une phase lutéale. Et puis ta progestérone basse en décembre, mais vraiment bien là au mois de mars. Et là, il faudrait que j'augmente encore la progestérone, tu penses? Ou là, c'est déjà bien comme... Pas nécessairement. Moi, je trouve que là, le ratio entre les deux, il est bien. Moi, je trouve qu'il est bien. Trop top. Et là, je pense qu'il faut plus peut-être travailler encore sur le foie, le GEM-COMT, etc. Mais franchement, pas mal. Trop bien. Parce que voilà, je sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter ou si tu as un petit mot aussi à adresser à la communauté pour les motiver ou j'en sais rien, c'est comme tu veux. Oui, ben... On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment une question, je pense, de patience, d'aussi faire confiance et aussi chercher par soi-même. Moi, j'aimais bien aussi me renseigner par rapport à mon lipœdème, donc j'arrivais vers ta maman avec des nouveaux trucs à chercher, à essayer de comprendre. C'est ça. Non, mais c'est cool et nous, on est nourris aussi par ces échanges parce que on apprend aussi avec vous et puis c'est cool aussi de pas justement forcément vous dire ah bon ben elle m'a dit de prendre ça et je fais etc. C'est ça. C'est clair que si vous êtes impliqué, ça vous intéresse et puis que vous faites des observations, vous posez vos questions et tout, ça permet je trouve d'aller encore plus loin. C'est ça, et même de trouver le bon équilibre parce que si on se pose pas de questions et si on cherche pas à comprendre aussi son corps et qu'on le donne juste à la personne qui nous aide, notre thérapeute finalement, bah c'est pas aussi précieux, aussi intéressant que quand on est les deux en fait. C'est ça. Moi en tant que testeuse et toi en tant que nutrithérapeute. En fait c'est un échange et c'est vrai que pour nous c'est compliqué quand les gens sont pas trop à l'écoute ou en observation de leur corps. Parce qu'on leur pose des questions, puis ils n'ont aucune idée, en fait, ils ne savent pas comment répondre, et en fait, ils n'ont pas observé grand-chose, ils n'ont pas fait attention, et du coup, c'est vrai que c'est souvent des suivis qui sont un peu plus lents, un peu plus compliqués, et c'est vrai que d'avoir vraiment un 50-50, un échange 50-50, c'est vraiment top. C'est ça. Donc, et aussi trouver le bon équilibre parce que moi j'ai toujours suivi les conseils, mais c'est vrai que si tout d'un coup je devais sortir, manger dehors avec ma famille, j'essayais de trouver des stratégies pendant la semaine. Je savais que j'avais quelque chose de prévu après le week-end, donc j'essayais toujours de voir un peu ça comme un équilibre, je sais pas, 70-30 ou 80-20. Et pas tomber dans un extrême restrictif, en psycho. Exactement. Et c'est, je pense aussi ce qui m'a aidé à durer finalement dans le temps parce que j'avais un peu cette discipline, vraiment mon fil rouge conducteur la semaine. Et je savais que le week-end c'était plus compliqué, donc c'était vraiment là où je m'autorisais à faire un peu différemment. Et si par exemple c'était plutôt la semaine, j'essayais du coup d'équilibrer au niveau du week-end et de surtout pas me stresser avec ça et de dire que je voulais faire de mon mieux pour être finalement avoir des meilleurs ressentis et être bien dans mon corps finalement. Ça c'est, merci de le souligner parce que c'est hyper important. Parce que quand le processus devient hyper stressant, hyper contrôlant, hyper restrictif, c'est contre-productif. Et puis effectivement vous n'allez pas durer dans le temps et c'est pas pour rien que Maëva ça fait comme 3 ans qu'elle est là-dedans, puis que je pense que tu es assez convaincue et que tu comptes pas tout lâcher demain. Non. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de trouver un équilibre et je pense de partir sur effectivement la majorité du temps la semaine bien et puis le week-end parce que voilà la vie c'est aussi les souvenirs, c'est aussi très du partage social, des moments entre amis, famille, etc. Et il faut pas tout sacrifier pour ça. Donc trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir sur ma chaîne. C'était trop chouette. Et j'espère que tu reviendras peut-être un jour avec d'autres des nouveaux résultats. Voilà, c'est ça, peut-être dans 1 an ou 2, on vous fera des updates. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et jusqu'à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.